C'est du lundi au vendredi quand il est 9 heures sur Kavi Média. Nous nous excusons pour ce léger retard. Au menu de ce lundi, évidemment, samedi cinglant à Conakry, une matinée sous les crépitements de balles à Kaloum. L'hypothèse d'une évasion à la maison centrale écartée par des autorités. Elles veulent faire croire à une exfiltration. L'ancien chef de l'État, capitaine Moussa Dadis Camara, ses éternels bras droits, colonel Pivi, Blaise Gomou et Moussa Keboro Camara étaient pourtant tous portés disparus au matin du samedi. Des gros moins mobilisés, des hélicoptères, des bouclages de périmètre sur 36 km. La Haute-Banlieue a aussi vécu ce 4 novembre des scènes incroyables, des impacts de balles, des traces de sang visibles à plusieurs endroits du pont 8 novembre à Dixine. Dadis, Blaise et Keboro seront vite ramenés à la prison centrale de Conakry vers l'après-midi. Mais le seigneur de guerre du CNDD est toujours introuvable. Pour le traquer, tous les moyens sont mis à disposition et l'armée est déjà déployée pour l'empêcher de sortir du pays. L'heure est grave, très grave. Exfiltration peut-être, mais des questions toujours sans réponse caractérisent cette journée du samedi. Comment un commando armé avec toute la ceinture de sécurité de Kaloum peut rentrer, opérer et sortir? À quoi servent alors les caméras récemment installées dans l'enceinte de la maison centrale? Qui a vraiment tiré sur l'ambulance pour ôter la vie à 2 citoyens innocents dans un décret publié dans la soirée de ce dimanche 5 novembre 2023 à la télévision nationale? Le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, a tout de même radié le trio d'officiers des effectifs des forces armées guinéennes, à l'occurrence colonel Claude Pivi du Bata, colonel Moussa Keboro Camara et colonel Blaise Gomou. Des cas de mort, il y en a eu, même au sein des forces spéciales. On dénorme environ une dizaine. Devoir de mémoire, en 96, Lansana Conté n'a pas réussi à arrêter le mutin Gbagbo au Zoumanigui. En 2009, le CNDD n'a pas pu réussir à arrêter Toumba Diakité. Faut-il redouter le même scénario en 2023 sous le CNRD avec Pivi? Le tour de ces événements, c'est dans ce numéro du Scanner. Et puis, le site guinématin.com est enfin libre, soumis depuis plus de 3 mois à une restriction. Il reprend service après de longues tractations entre journalistes et gouvernants. Dans ce feuilleton, nous n'oublierons point cette marche du 16 octobre 2023 appelée par le syndicat de la presse professionnelle de Guinée qui a été le théâtre de toutes les violences. Journaliste violenté, conduit Manu Militari dans un commissariat et transféré au TPU de Kaloum. La lutte pour la fin des restrictions du site guinématin.com aura été le fruit d'un long combat et d'une sacrée union de la corporation. Vous suivrez tout à l'heure les commentaires de nos différents débatteurs. Dans la dernière partie, nous nous intéressions à la décharge de Dar Salam où les riverains font face au pire. Oui, au pire. Vous le verrez, le quartier est presque invivable. Les habitants désemparés avec un sentiment d'abandon, risque de maladie ajouté à la puanteur des lieux. Dar es Salam risque d'enregistrer de nouvelles victimes si rien n'est fait. Développement oblige. Nous aurons dans cette émission le chef secteur adjoint de la rue 14 de Dar Salam. Voilà entre autres sujets à débattre dans ce numéro du lundi. Installez-vous confortablement. Vous êtes sur le média du développement. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. C'est parti pour plus d'une heure de débat. Merci de nous retrouver sur nos différents réseaux synchronisés. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur le groupe Kavi Média. Si vous nous regardez à la télé, vous êtes sur Kavi TV, sur le canal 500 du bouquet Star Time. Si vous nous suivez à travers notre application Siam, à travers nos différentes applications ou sur notre site d'information siaminfo.com. Merci de nous choisir. Nous aurons évidemment pour parler de ces évasions 2 invités prestige, Maître Paul Yomba
Koroma qui est avocat, qui sera au téléphone avec nous. Et Suleiman Souza Kamara, il est le président de la commission communication de Souza Konaté. Suleiman Souza Konaté, j'y arrive. Il est le président de la commission communication de l'ANAD. Ils seront tous au téléphone pour décrypter cette actualité avec nous, cette tentative d'évasion et cette évasion de colonel Claude Pivy. Là, j'insiste là-dessus et c'est très important. Les débatteurs de ce matin, bonjour. Djenab Diallo. Bonjour Abdallah, bonjour Yaya, bonjour à tous. Bonjour Yaya Diallo, un lundi très chargé, très compliqué, il faut le dire. Très bonjour compliqué. Abdallah, bonjour à tous. On commence par cette tentative d'évasion, on va l'appeler comme ça, puisque Moussa Dadis Camara, Claude Pivy, je dis Claude Pivy, Moussa Keboro Camara et Blaise ont été ramenés de suite à Blaise Gomou, ramenés rapidement à la maison centrale et avec cette vidéo, ce reportage apparu chez nos confrères de la RTG qui a quand même irrité plus d'un. Colonel Keboro qui était avec une paire pas possible, capitaine Moussa Dadis Camara. Une image qui démontre le regret. Yaya Diallo, est-ce qu'on peut revenir sur cette journée cinglante, il faut le dire Un samedi très noir, très agité, puisque vous vous rappelez, j'ai reçu le premier coup de téléphone par vous pour pouvoir se rendre du côté d'Anville pour en savoir davantage. Nous y étions, je crois que le constat est très alarmant. On a constaté, disons, certaines traces qui ont caractérisé cette évasion, entre guillemets, s'il faut le dire comme ça, ou tentative d'évasion. On s'était rendu compte qu'à l'évidence qu'il y avait eu assez de morts, puisque les traces de sang sur le goudron étaient visibles un peu partout, que ce soit sur la route Le Prince, je veux dire, la route qui lie le camp Kamaen à l'hôpital Donka. De l'autre côté aussi, au niveau de l'autoroute, juste au carrefour Donka, on s'est rendu compte encore une fois qu'il y avait là aussi des affrontements sanglants et les traces de sang étaient encore assez visibles. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interrogations, il y a eu beaucoup de questions qu'on avait soulevées, mais je suis de ceux qui pensent que derrière cette tentative d'évasion, puisque de toute façon il y a une guerre de langage et d'interprétation entre le gouvernement et les avocats de ces prisonniers-là. Pour le gouvernement, c'est une tentative d'évasion. Et de l'autre côté, on parle d'enlèvement. L'un dans l'autre, qu'est-ce qui est vrai? Je crois que jusqu'à maintenant là, on ne sait pas d'abord véritablement qu'est-ce qui se passait. Alors, dans les faits, moi je me pose la question, comment se fait-il que avec toute cette, disons, cette composition géographique de Kaloum, avec tous ces cordons sécuritaires qu'on connaît de Kaloum, au niveau du pont 8 novembre, nous avons presque une base impressionnante des forces spéciales. Et un peu devant, nous avons aussi les forces de défense et de sécurité. Et aux alentours de la maison d'arrêt de Koronti, on a une ceinture sécuritaire qui ne dit pas son nom, composée de tous les corps confondus. Et je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il qu'à 5 h du matin, puisque c'est des heures supposées être d'une grande vigilance dans le cadre de la sécurité, qu'un commando composé, dit-on, d'une dizaine de personnes puisse, disons, perforer la maison centrale et accéder à ces prisonniers-là. Et puisque beaucoup de langues se délient à ce côté-là aussi, en ce qui concerne cette évasion ou cet enlèvement, ça dépendra de l'interprétation des uns des autres. Mais on a vu plusieurs témoignages qui nous disent, en réalité, et même ceux qui sont accusés d'être de évadés ou de fugitifs, n'étaient pas partants, parce qu'ils étaient tous surpris de constater la présence de ces commandos-là. Parce qu'un témoin de la maison centrale, quand même, l'a avoué. Il avait, c'était à l'aube, il ne pouvait pas faire la distinction, mais dès d'entrée, n'était pas partant. Et il demandait comment se fait-il que vous veniez nous enlever ici sans pour autant qu'on ait ce qu'on appelle des informations préalables et sans pour autant passer par nos avocats. Donc certains qu'on considère des fugitifs l'ont dit. Alors, et finalement, il y avait certains qui ont opposé une résistance face à ces commandos-là, et bien finalement, ils n'ont pas pu résister. Et je crois que c'est
Et par la suite, que nous avons assisté, c'est à quoi nous avons assisté. Mais je suis de ceux qui pensent qu'on ne nous dit pas tout de ce qui se passe là-dedans. Il y a assez d'interrogations. Je crois que les jours à venir nous édifieront. Diana Diallo, par rapport à, ce samedi qui a agité la capitale Conakry. Je crois que ce matin-là, je vous ai appelé. Toi, personnellement, je t'ai appelé pour échanger avec toi. Parce que je voulais vraiment quelqu'un avec qui en parler. Je voulais d'amples informations. J'étais, comme tous les Guinéens, ce matin-là, prise de peur, de terreur, de panique. On se demandait, est-ce qu'un nouveau coup de force? Qu'est-ce qui se passe encore? Vu qu'on vient 2 ans seulement de sortir d'un coup d'État et tout. Quand même, c'était la panique, il faut le dire. Moi, je suis étonnée d'apprendre que ce sont des hommes, c'est un commando qui est venu libérer les présumés, en tout cas auteurs des massacres du 28 septembre. Donc, des questions commençaient déjà à tarauder mon esprit. Comment est-ce possible quand on sait que Kaloum, ce n'est pas aussi grand que ça? Comment ils ont pu rentrer quand même dans Kaloum et jusqu'à aller attaquer la maison centrale? Vous vous rappelez très bien que lorsque, à la veille de ce procès-là, j'étais là-bas pour les préparatifs et tout. On avait vu les dadis qui sont venus à la veille pour la cérémonie d'ouverture. Ce jour-là, c'est le jour qu'on avait transféré les dadis ici à la maison centrale. On avait écouté les conseillers de chaque, en tout cas, présumé auteur, demander leur libération sous surveillance. Qu'on laisse les dadis aller à la maison et qu'on les assure la sécurité qu'il faut. On avait aussi entendu de la part du gouvernement dire que ce n'était pas possible parce que c'était de leur devoir d'assurer bien évidemment la sécurité non seulement de ces gens-là, mais aussi par peur qu'ils s'évadent. Je pense que les 2 éléments-là restent et demeurent. Donc, je suis étonnée d'apprendre que quelqu'un, quand même, est venu s'attaquer à la maison centrale. On parle de la maison centrale de Guinée, quand même. L'hôtel 5 étoiles. Je pense que Yaya l'a rappelé tout de suite. On sait qu'il y a une sécurité mixte à ce niveau, même si à l'intérieur, les gardes pénitentiaires ne sont pas autorisés à garder des armes. Mais à l'alentour déjà, quand tu es là, tu sais qu'ici, c'est un endroit pas comme les autres. Donc, je me dis quelque part que ce qui est arrivé là, le gouvernement savait qu'ils avaient gardé des personnes, pas des moindres, quand même dans l'affaire du procès du 28 septembre, et qu'ils en étaient conscients, puisqu'ils l'avaient dit le jour qu'on les transférait, qu'on ne pouvait pas les garder dans des domiciles personnels. Je pense qu'à ce niveau, il y a cette question qui m'est tout de suite revenue. L'autre chose, c'est quand j'ai appris que, après quelques heures, que Dadis et Keboro ont été Keboro vers Yimbaya, vers là où on est, voilà, là où on est, à quelques, voilà, qu'il s'est échappé, et puis il a raconté la scène et tout. Je me suis dit, mais attends, quand même, le Guinéen n'est pas dupe à ce point. Comment est-ce possible que quelqu'un qui s'est en tout cas opposé à son enlèvement, jusqu'à preuve du contraire, je me dis que c'est un présumé tentative d'enlèvement. Je reste sur ma faim. Qu'il quitte Kaloum jusqu'ici en haute banlieue et qu'à travers une demande, je ne sais de quoi, qu'il sorte du véhicule parce qu'il voulait se mettre à l'aise et quelque part qu'il s'échappe. Comment il l'a fait? Ce sont des questions auxquelles aujourd'hui tant nombre de Guinéens se posent, mais dont il n'y a pas de réponse. On a envie vraiment de savoir comment tout cela s'est passé, parce que c'est une question de sécurité et de sûreté. Aujourd'hui, imaginons que ces gens-là, que 2 ou une personne de ces gens-là avait pris une balle et que la personne, ça n'est pas sorti. Combien de fois ça allait influencer ce procès tant attendu? Parce que je veux vous dire quelque chose, ce procès-là, ce n'est pas un procès des moindres. Et je l'avais dit dès au début, je dis c'est un procès de tous les enjeux. Aujourd'hui, à travers ce procès-là, on peut aller vers une réconciliation nationale. Si en tout cas le procès aboutit bien. Mais comment est-ce possible
qu'on reste comme ça. Et puis, dans un régime de transition, là où on suppose qu'on est plus avec l'armée, qu'on nous dise que la maison centrale a été attaquée. Le Guinéen a besoin vraiment de savoir qu'est-ce qui est derrière tout cela, parce que moi, je ne comprends vraiment pas ce scénario-là. Pour moi, c'est un scénario. C'est comme si c'était un film qu'on était en train de suivre. Et l'autre, c'est par rapport, bien évidemment, au bilan. Ouais. Au bilan, on s'attendait à un bilan... Ce bilan macabre. Macabre, un bilan très lourd, parce que vous nous avez partagé quand même quelques images. Ouais, des images et des jeunes que je connais très bien. Voilà. Ce sont des jeunes que je connais. Apparemment, parmi ce lot, il y a des jeunes personnellement que je connais. Personnellement. Donc, quand j'ai vu, excusez-moi de vous interrompre, ce communiqué du parquet aujourd'hui, je me baladais un peu sur la toile et que je suis tombé sur un communiqué où on me parle d'un nombre insignifiant. On me parle notamment de 4 corps de victimes des forces de défense et de sécurité qui ont été déposés à la mort de Yastin. J'ai cligné des yeux. Insignifiant, vous dites? Oui, c'est insignifiant. Parce que ça va au-delà. Je sais. Oui, mais même ce nombre-là... Non, pour moi, ce n'est pas le nombre exact. Oui, donc, justement. Là, il ne faudrait pas qu'on cache la vérité aux parents de victimes. Je suis entièrement d'accord. Qu'on soit d'accord, qu'on prenne le soin sur nous de dire la vérité. Justement. Il y a une dizaine de personnes qui sont tombées. Il faut qu'on... Et j'ai des preuves de ce que je suis en train de dire là. Il faut se dire. Il faut à un certain moment, nous sommes dans un état. Il faut s'assumer. Oui, justement. Il faut s'assumer. Yaya et moi, on était sur le terrain. Donc, c'est au-delà même de l'analyse et des commentaires. C'est des faits que nous avons vécus. Absolument. Honnêtement, ce pays n'est pas en sécurité. Ce pays n'est pas en sécurité. Ces jeunes de cette unité d'élite doivent se former. C'est important ce que je suis en train de te dire. C'est vraiment important. Parce que là, pas parce qu'on est derrière les micros, pas parce qu'on est journaliste. Non. On te parle de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a aux environs de 8h, 9h, on était déjà en ville. On sait ce qui s'est passé. On a vu quand même des personnes, d'autres journalistes venir en fanfare faire ce qu'ils veulent. Mais nous, on sait ce qu'on a vécu. Et c'est comme pour dire, il est important pour la sûreté de l'État de ne pas révéler certaines choses. Mais honnêtement, pour te dire vrai, ce pays est en danger. Honnêtement, il faut le dire. Je suis d'accord avec vous. Je vous raconte juste une scène. Allez-y. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Allez contacter un travailleur de la RTG. Il vous dira ce que je suis en train de dire. À la RTG, ils sont rentrés. Dire aux travailleurs de libérer la RTG, de sortir. Mais n'eût été la résistance de ces travailleurs, la RTG n'allait pas y mettre. Et c'était un chaos total. Mais il faudrait qu'à un certain moment, qu'on cherche, comprendre, tirer l'essentiel. Est-ce qu'on était obligé d'aller à la RTG, foutre tout ce bordel parce que tout simplement, un commando est parti attaquer la maison centrale? Qu'est-ce qu'on craignait? En fait, je me suis posé toute cette question, je me suis réveillé, ça fait 2 jours, 48 heures que je suis en train de réfléchir. Oh, pourquoi Attention, Mamadi Doumbouya est entouré de supposés élites. Mais depuis ce coup, on a vu cette ceinture, Yaya le sait, autour de la présidence. On dirait qu'on était en guerre, des chars de combat, ça et là. Attention! Il fallait juste penser à interpeller ce commando, prendre ce commando, interpeller ces gens qui se sont évadés. Mais aujourd'hui, Pivi est introuvable. Et le danger guette. Il est dans la nature. Le danger guette. Ouais. Le danger est en train de guetter. C'est sûr. Je l'ai rappelé, Conté n'a pas pu arrêter un certain Zoumanigui, si je ne me trompe. Dadis n'a pas pu arrêter Toumba Diakité. Aujourd'hui, c'est Pivi qui s'échappe. On a toujours cette armée qu'on doit remettre en cause. Pourquoi l'armée, avec tous ces moyens qu'on y met, on était en train de parler de ces innovations le 1er novembre, je vous ai dit attention. Aujourd'hui, c'est les faits là qui sont avérés. Il faut équiper l'armée. Il faut former nos forces de défense et de sécurité. Je vous assure qu'il y a des enfants qui ont pris des balles. Ils ne savaient même pas là où les balles venaient. Il y a des récits qu'on ne peut pas dire à l'antenne, mais honnêtement, c'est digne d'un film d'action, d'un film d'horreur, d'un film que vous ne verrez que sur des chaînes nigériennes. Parce que quand on vous dit que vous tirez sur un militaire et que vous tirez 10 balles, qu'il ne puisse même pas recevoir une balle, c'est digne d'un film. C'est digne d'un film, mais il faut écouter ces gens pour savoir cela. Mamadi Doumbouya, le colonel, doit savoir qu'il doit organiser ses élections équité. Ça y va même de sa sécurité, parce qu'aujourd'hui, qu'on lui dise ou pas, au-delà de cette évasion, il y a des choses, il y a des non-dits. Et peut-être, beaucoup de personnes m'ont interpellé. Hier, même j'en parlais avec lui.
si on doit tout dire dans ce pays, c'est la sûreté de l'État qui sera menacée. À un certain moment, il faudrait que le colonel et son entourage puissent comprendre le danger qui guette ce pays, le danger qui guette cette nation. Terminer ce procès rapidement, organiser des élections et quitter. C'est bon pour vous et pour vos différentes familles. Parce que là, toi, tu t'es réveillé, tu m'as appelé affolé. J'ai dit, ah, Djenab, on est sur le terrain. Ce qui reste vrai, c'est la tentative d'évasion ou l'évasion. Ouais. J'ai dit, mais coup d'État ou pas, je dis, écarte cette thèse, il n'y a pas de coup d'État. Parce que les rumeurs affolaient la toile. Absolument. Ouais. Honnêtement, tout le monde il partait de son commentaire. Ouais. C'est vrai que nous sommes un média de développement, mais à un certain moment, il faut percer le mystère des choses, aller à la source de la chose. Mais honnêtement, je vous dis et je vous l'ai dit, ce pays, côté sécurité, il y a encore à faire. Honnêtement, je connais la ville, je connais la ceinture qui existe, les patrouilles mixtes qui existent. Mais comment cela peut arriver en pleine ville, sortir, extirper des gens, sortir comme un bon samaritain, tuer des agents des forces spéciales, équipés, armés, bien formés? Non. Dit-on. Non, mais honnêtement. Ouais. Honnêtement, il y a des qui l'ont dit. Non, mais c'est qu'il faut dire que dans tout cela, on a appris assez de choses là-dedans. Le président n'en revenait plus et je crois qu'il y a eu assez d'interprétations. On parle de complicité. Oui. On nous a appris que c'est pas possible. C'est cela. Cette opération ne pourrait pas être possible si ces gens-là ou ces commandos-là n'avaient pas de complices au niveau de la maison centrale, voire même au niveau de l'armée. Et je crois que cette question-là reste posée. Et d'ailleurs, c'est ce qui a précipité cette radiation dont vous faisiez allusion concernant les PV et les trois colonels. Oui, PV, excepté Dadis. Excepté Dadis. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Oui, excepté Dadis, parce qu'ils sont 4 quand même qui ont été radiés. 3, qui ont été radiés dans le lot. Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Et j'estime encore une fois que cette radiation en dit long assez que ça va au-delà d'une tentative d'évasion. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Peut-être on le saura davantage à travers les mois ou les jours à venir. Mais tout est-il qu'aujourd'hui, encore une fois, le même gouvernement est en train d'entretenir ce qu'on appelle le flou. Parce que si jusqu'à maintenant, là, nous sommes dans l'inconnu où on met tout au conditionnel, je crois que le porte-parole du gouvernement nous a clairement indiqué qui dirigeait ces commandos. Puisqu'il a nommément cité l'office du colonel Pivi et un certain sergent-chef Vernet Pivi qui a été radié des effectifs des forces de défense et de sécurité depuis longtemps. Et je crois que lui, il a nommément cité ce dernier-là, comme quoi il le disait haut et fort qu'il va sortir son père de la prison. Je ne dis pas, s'il l'a dit, c'est parce que peut-être c'était une façon d'informer ceux qui sont censés peut-être de maintenir la sécurité aux alentours de la maison centrale. S'il a réussi, ça sous-entend qu'il y a des failles. Encore une fois, en dépit de tout ce qu'on est en train de nous montrer en ce qui concerne les forces spéciales, on est tenté de dire que ça ne suffit pas. Il n'y a pas d'assurance. Il faut interpeller, Djenab. Aujourd'hui, c'est pour rentrer à Kaloum, c'est un véritable calvaire. Ouais. On vous fouille comme des moins que rien, parce que tout simplement, est-ce que cet État est prêt? Est-ce que cette transition est prête? Au fait, moi, je l'ai dit. Est-ce que ces militaires sont prêts? Au fait, la psychose qu'on vit pendant cette transition, on ne l'avait jamais vécue, même pendant les régimes, comment j'appelle cela, démocratiques, des présidents élus et tout, on ne l'a jamais vécu quand même. C'est une transition, comme je le dis. Bien. Ce qui reste clair, qu'on essaye de rester sur des sujets qui n'en valent pas la peine ou de se focaliser sur évasion ou enlèvement, on n'en a pas besoin. Ce qui reste clair, il y a eu attaque à la maison centrale. Ouais. C'est de cela qu'il s'agit et on a besoin d'éléments qui est au-delà des condamnations. Bien. Ils peuvent condamner comme ils le veulent, mais ils savaient quand même qu'ils avaient gardé des personnes là-bas et que des choses comme ça peut-être pouvaient arriver. Mais que des personnes qui n'ont rien à faire dans tout cela, des civils, perdent la vie jusqu'à tuer une petite fille, une fillette de 6 ans, même dans les pays de guerre, de génocide,
les ambulanciers sont épargnés. Je vous dis, ce qui s'est passé à l'international déjà, on comprend combien de fois. Est-ce que c'est sur cette armée-là, à combien de jours seulement de la après fête, la célébration de la célébration, et qu'on vive un tel événement? Je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter, franchement. Bien, on a en ligne notre premier invité, Souleymane Souza Konaté, il est président de la commission communication de l'ANAD. Réaction des acteurs sociopolitiques. Monsieur Konaté, bonjour. Bonjour à vous et bonjour surtout à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur Kavi Média et dans cette émission Le Scanner. Vous avez suivi avec nous cette actualité, ces événements de samedi 4 novembre 2023. Chez vous, à l'ANAD, comment vous avez perçu tout ça et quelle est votre première analyse des faits? Écoutez, pour le moment, nous disons que nous n'avons pas suffisamment d'informations pour nous permettre, n'est-ce pas, de réagir par rapport à cette actualité. Mais toujours est-il que ça nous ramène à l'épiternelle question, n'est-ce pas, de la justice et de la sécurité dans notre pays. À l'UFDG, à l'ANAD, nous n'avons jamais cessé de le répéter que la justice de notre pays est devenue le problème là où elle devrait être la solution. Nous disons toujours que la Guinée de notre rêve, cette Guinée unie, solidaire et heureuse, elle va passer inéluctablement par une justice fiable, équitable et au service de la loi. Une justice à même de devenir équitable, n'est-ce pas, pour tous les justiciables dans notre pays. Mais aujourd'hui, notre appareil judiciaire est devenu un outil au service de l'exécutif pour faire taire toutes les voix discordantes. Et quand c'est comme ça, vous ne rassurez personne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès qu'il y a la moindre crise, les Guinéens sont tentés de se rendre justice eux-mêmes. Cela est déplorable et ce n'est pas souhaitable. Deuxièmement, nous disons que pour la sécurité, il y a plusieurs volets à prendre en compte. Et pourquoi quand on entend le CNRD dans son orgueil dire non, on n'a pas besoin de dialogue, on dit qu'ils ne comprennent pas la nécessité, n'est-ce pas, d'ouvrir rapidement ce cadre de dialogue. Parce qu'aujourd'hui, on a militarisé notre administration publique. Les gens sont orgueilleux, ils sont méprisants vis-à-vis de la population. Même pour des cas d'insécurité, vous demandez la plupart des temps, n'est-ce pas, aux citoyens de vous venir en aide. Mais lorsque les citoyens là sont méprisés, sont violentés, vous pensez qu'ils vont collaborer? Nous disons simplement non. Aujourd'hui, la sécurité est un aspect important pour le dispositif dans notre pays. C'est pourquoi rien n'est tard. Il faut ouvrir rapidement ce cadre de dialogue inclusif tel que demandé par les acteurs représentatifs de notre pays, tel que souhaité par la CEDEAO, pour qu'on aplanisse les divergences, qu'on regarde dans la même direction, ce qui va permettre à ce pays de connaître la paix, la quiétude sociale et l'unité dans notre pays. Mais vous ne pouvez rien garantir comme paix, comme stabilité, lorsque vous institutionnalisez l'injustice. Cela n'est pas possible. Donc aujourd'hui, vous demandez à ce que le CNRD organise rapidement les élections et quitte pour ne pas que la situation s'empire. Écoutez, nous sommes aujourd'hui dans une crise multiforme. La crise syndicale, la crise politique, la crise sécuritaire. Aujourd'hui, quand vous regardez dans votre pays les germes qui ont conduit d'autres peuples à la violence et à l'autodestruction, vous voyez les mêmes germes apparaître sur vous. Vous êtes inquiet, vous alertez, vous interpellez. À l'ANAD, c'est ce que nous faisons depuis un certain temps. La vocation d'une transition n'est pas de durer. Plus une transition dure, plus elle devient une menace pour le pays et une menace pour elle-même. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'avec les militaires au pouvoir et qu'on puisse se permettre de payer une telle, n'est-ce pas, action. Et dans le plein cœur de Kaloum. Et tout ça, c'est les populations qui en pâtissent. Moi, hier, pour sortir de mon petit village à Doubreka pour aller à Conakry, il y a plus d'une dizaine de checkpoints. Et vous venez, on vous fouille comme si vous étiez des malpropres. Parce que tout simplement, quelque part, certains n'ont pas joué leur rôle. Le CNRD doit comprendre que la vocation première d'une transition, c'est gérer les affaires courantes puisque l'État ne peut pas s'arrêter. Deuxièmement, c'est organiser un cadre de dialogue inclusif avec un dialogue franc, honnête et constructif pour permettre aux différents acteurs d'aplanir, n'est-ce pas, les divergences, ce qui va nous permettre d'aller à des élections libres, crédibles, inclusives et transparentes pour permettre aux Guinéens de choisir pour une fois un homme ou une femme capable de conduire leur destinée. Mais plus la transition va prendre du temps, nous allons connaître des situations difficiles et malheureusement ça peut faire basculer le pays et cela n'est pas souhaitable pour un bon Guinéen. Que vous inspire en dépit, monsieur Konaté, en tout cas en dépit de tout ce qu'on est en train de nous montrer par rapport aux cordons de sécurité qui sont assez multiples au niveau de Kaloum, qu'un commando composé d'une dizaine de personnes puisse franchir tous ces cordons-là et s'en prendre à la maison centrale et sortir indemne. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, je disais tout à l'heure que nous n'avons pas suffisamment d'informations pour nous permettre, n'est-ce pas, de réagir par rapport à cette actualité. Mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de zones d'ombre parce que on apprend qu'il c'était 12 commandos, que 12 personnes puissent intervenir de cette façon avec tout le dispositif militaire, n'est-ce pas, aujourd'hui que nous connaissons dans Kaloum depuis le lendemain du 5 septembre. Nous disons qu'il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, à vérifier. Le moment opportun, nous allons tenir une conférence de presse pour apporter notre part de réponse par rapport à cette crise-là. Mais en attendant, nous restons, n'est-ce pas, sur notre position. Nous observons la situation. Nous
continuons à recouper les informations et le moment venu, l'ANAD va prendre la parole pour réagir par rapport à tout ça. Mais nous disions au CNRD qu'il faut prendre en compte, n'est-ce pas, les cris de cœur des Guinéens. Aujourd'hui, ça ne va pas dans le pays, mon cher frère. Sur le plan économique, on est totalement en lambeau. Sur le plan social, aujourd'hui, tout est cher dans notre pays. Le sac de riz aujourd'hui à Dobreka s'est négocié à 320 000 francs. À Djerekouré ce matin, on nous apprend que c'est à 350 000 francs, le riz Bangladesh. Et pendant ce temps, le pouvoir d'achat du Guinéen s'affaiblit de jour au jour. La transition, plus elle va durer, comme je le rappelais tout à l'heure, plus ça va créer des situations d'instabilité. Et quand on connaît aujourd'hui la porosité, n'est-ce pas, de notre sous-région, où il y a la libre circulation des armes un peu partout, nous disons que nous ne sommes pas en sécurité. Malheureusement, avec les crises multiformes qu'on a aujourd'hui dans le pays, le colonel doit faire attention. Il s'est entouré d'extrémistes, il s'est entouré d'opportunistes, les mêmes qui étaient avec Dadis. Aujourd'hui, Dadis est en prison, personne ne parle de lui. C'est les mêmes qui étaient avec Sekwa Konaté, c'est les mêmes qui étaient avec Alpha Condé. Et ce sont ces gens-là qui ont conduit ces présidents vers des chemins interdits en démocratie. Et le résultat, ils ont tous eu des problèmes. Dadis est en prison aujourd'hui avec une bonne partie de son équipe. Les opportunistes là aujourd'hui continuent à rôder tranquillement autour du colonel Mamadi Doumbouya. Je l'ai toujours rappelé dans les tribunes que je signe. Lorsque le bateau va couler, ils seront les premiers à quitter le navire et c'est les premiers qui vont se rallier, n'est-ce pas, à l'homme qui va avoir la nouvelle situation dans notre pays. C'est pourquoi nous disons que c'est lui qui a pris le pouvoir le 5 septembre. Il a fait un discours qui a rassuré tout le monde parce qu'il disait qu'il veut lutter contre la corruption, il veut lutter contre les inégalités sociales, il veut lutter contre l'exclusion, il veut faire de notre justice la boussole pour guider tout le processus de transition, pour remettre enfin le pouvoir à un civil pour la continuité, n'est-ce pas, des actions qu'il aura entreprises. Mais aujourd'hui, tout ce que le CNRD est en train de poser sur le terrain, nous disons qu'il n'y a pas de différence avec le régime qu'ils ont évincé. La justice aujourd'hui est un outil totalement au service de l'exécutif pour traquer, arrêter, faire taire toutes les voix discordantes. Aujourd'hui, l'exclusion se passe de tout commentaire. Les nominations dans les postes administratifs se font sur le seul critère ethnique. Ça, cela est inacceptable. C'est pourquoi il appartient au colonel de prendre conscience de tout ça, que nous sommes dans un pays qui va très mal et il doit accepter d'ouvrir rapidement ce cadre de dialogue-là pour que les Guinéens se regardent en face, se dire les vérités, prendre des résolutions pour sortir notre pays de cette précarité économique et sociale. Autrement, je ne vois pas d'ici, on va tout droit vers le mur. Bien, Djenab Diallo. Alors, Souza, c'est vrai que le procès n'est pas encore fini et on se réveille avec une telle information, évasion du côté de la maison centrale. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui vous avez foi en ce procès? Est-ce que vous pensez que ce procès va aboutir? Je vais analyser ça sur deux volets. Premièrement, je dis que le colonel doit s'inspirer de ce procès-là, parce que ce qui a mené notre pays à des situations difficiles, c'est la volonté de certains en 2009 de voir ôter la tenue et se présenter aux élections présidentielles. C'est ce qui a, à l'élection présidentielle, j'allais dire, c'est ce qui a mené les acteurs politiques, notamment les forces vives, à radicaliser leur position. Et résultat, on a connu le massacre du 28 septembre. Aujourd'hui, les crises multidimensionnelles qu'on a aujourd'hui dans le pays, nous disons qu'on n'est pas à l'abri d'un autre 28 septembre. Et cela n'est pas souhaitable. C'est pourquoi nous disons au colonel, il faut qu'il accepte de revenir aux fondamentaux d'une transition, c'est-à-dire gérer les affaires courantes et organiser des élections libres, inclusives et transparentes pour permettre aux Guinéens de choisir l'homme ou la femme capable de conduire leur destinée. Le procès du 28 septembre doit continuer, mais pour cela, il faut que la justice rassure. Je disais tout à l'heure que la Guinée de notre rêve, cette Guinée qu'on veut tous, unie, solidaire et heureuse, elle va passer par une justice fiable, équitable et au service de la loi. Sans quoi on va continuer à se mentir, on va continuer à prôner la paix, la justice sociale, mais on n'aura jamais de paix, on n'aura jamais de justice sociale, parce que dans un pays où l'injustice est institutionnalisée, vous n'arriverez absolument à rien. C'est pourquoi je ne m'adresse pas au gouvernement, je ne m'adresse pas au CNRD. C'est le colonel Mamadi Doumbouya que les Guinéens ont vu au petit écran le 5 septembre. C'est lui qui est aujourd'hui le patron du pays parce qu'il conduit les destinées de notre pays. C'est à lui de prendre la responsabilité, prendre le courage de siffler enfin la fin de la récréation, de la diversion et des manœuvres dilatoires pour qu'on accepte de venir aux fondamentaux d'une transition pour sortir rapidement de cette situation. Aujourd'hui, tel qu'on est en train de vivre, n'est-ce pas, la situation dans les différentes crises dans notre pays, nous disons que ça inquiète tous les bons Guinéens et rien n'est tard. C'est en discutant avec vos compatriotes que vous allez trouver une solution. Les extrémistes et les opportunistes qui sont en train de lui faire croire, miroiter des choses, quand ça va péter, ils seront les premiers à prendre, n'est-ce pas, la peau d'escampette. Ça, nous ne le souhaitons pas. C'est pourquoi nous disons encore une fois de plus que rien n'est tard. Il doit prendre la mesure de la gravité de la situation parce que l'heure est vraiment grave en Guinée. Monsieur Suleiman Souza Konaté, le président de la commission communication de l'ANAD. Merci, monsieur Konaté, de vous avoir prêté à nos différentes questions.
c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité. Merci surtout pour le courage, parce que la presse, vous n'êtes pas épargné. Oui. Merci, merci énormément. Allez, on continue avec cette émission Le Scanner en attendant d'avoir l'autre invité, un maître Paul Yomba Kourouma qui ne décroche pas pour le moment. Nous essaierons aussi de faire un saut du côté de la cimenterie, hein, si je ne me trompe, dans la famille même du médecin tué, hein, moi je l'appelle comme ça, tué par des agents. Est-ce des agents des forces spéciales? Nous aurons la réponse tout à l'heure avec un membre de la famille que nous essayons de joindre en direct dans cette émission. Mais en attendant, Guinab Diallo, on a écouté ces explications de Souza Konaté qui reste quand même très vigilant. Il reste, comment je vais appeler ça? Il reste prudent sur ce qu'il est en train de dire parce que, comme il l'a si bien dit, personne ne détient pour le moment des preuves concrètes pour pouvoir dire quelque chose, si ce n'est peut-être quelques journalistes. Hein. Oui, justement, en tant que politique, je pense que je comprends sa démarche. Voilà, il ne faut pas aller trop vite en besoin. Je pense qu'il s'est basé sur quelques éléments visibles pour donner son appréciation par rapport à cet événement. Dans les jours à venir, je crois que les gens auront mieux de quoi dire, mais pour le moment, ce qui reste clair, il l'a dit, il y a eu tentative, il y a eu évasion, il y a eu attaque. En tout cas, il y a eu attaque, que ce soit évasion ou enlèvement, on ne pourrait le dire. Mais le plus important aujourd'hui pour le ministre de la justice et des droits de l'homme, c'est de s'outiller, c'est de s'armer d'informations vérifiées à donner à la population parce que nous en avons quand même besoin. Imaginez que quelqu'un qui est jusqu'à combien de kilomètres de Conakry, qui apprend qu'on a attaqué la maison centrale, comment cette personne va se sentir et quelles sont les questions que l'intéressé va se poser. Ce n'est pas quand même quelque chose à prendre avec légèreté. Je pense que aujourd'hui, dans la communication de nos, que ce soit du ministre de la Sécurité, on sent beaucoup plus une communication beaucoup plus politique. On a besoin d'une communication avec beaucoup plus de sûreté, que les citoyens soient rassurés, parce qu'on n'est pas rassuré, on n'est pas en sécurité. Sinon, comment pouvez-vous comprendre qu'on tire quand même sur des citoyens, des civils, une petite fille, un médecin? Je pense que ces gens-là, dans tous les pays du monde, ont quand même cette chance d'exercer. Oui, Djenab, on me signale que Dame Keita Hadjatawel est déjà au bout du fil. Je rappelle qu'elle est la marate du médecin décédé ce samedi même. Tuée ou pas, elle va essayer de revenir sur les faits. Madame Keita, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Toutes nos condoléances à toute la famille éplorée. Merci. Est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances dans lesquelles on vous a annoncé cette très mauvaise nouvelle ce 4 novembre 2023? Voilà, c'était à 9h15 à 20 minutes comme ça là. J'étais à la maison avec mon mari, le père du décès. Mon mari, le directeur de l'hôpital régional, Dr Kourouma Lansana, m'a appelé. En me disant, ah, c'est bien Madame Keita. J'ai dit oui, c'est Madame Keita. Il m'a dit, est-ce que vous avez appris la nouvelle? J'ai dit, quelle nouvelle? J'ai dit, ah, c'est Dr Kourouma Jean Bion. Donc, mon mari le connaît très bien. Il dit, ah, pourquoi Jean Bion t'appelle ce matin-là? Mon fils est là-bas. Mon fils est... Qu'est-ce qu'il arrive à mon fils? Mon mari m'a demandé ça. Jean Bion a dit, ah, votre fils est décédé. Hassan Keita. Maintenant, je me suis mis à pleurer. Juste, mon mari a dit, ah, il y a quelque chose qui arrive à mon fils. Dis-moi. Moi, je ne fais que pleurer maintenant. Ma première fille est venue prendre le téléphone. Il a rappelé Jean Bion. Il dit, ah, docteur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, c'est votre fils qui est décédé, Hassan Keita. Son corps se trouve à Donka. Il dit, bon, non, je ne sais pas.
Il a commencé à donner l'explication à ma fille. Elle aussi, elle se met à pleurer. Maintenant, c'est ainsi qu'on a su. J'ai dit à mon chauffeur de venir m'envoyer à Donka d'abord. Je veux voir le corps, si réellement mon fils est décédé. Effectivement, on est arrivé à Donka. J'ai trouvé les 2 corps sur la table. Mon fils était là-bas, j'ai enlevé les couvertures qui étaient sur lui. Ouais. J'ai dit, effectivement, il est décédé. J'ai donné l'information, j'ai appelé mon mari. Il était sous le sang, partout. Il y avait le sang partout. Mon mari a dit, j'ai dit, réellement, Alcine est décédé. C'est ainsi qu'on a informé la famille. Toutes nos condoléances, c'est vraiment pathétique. Est-ce qu'on vous avait dit, madame, dans quelles circonstances ces décès est survenu? Comment est-ce qu'on a pu tuer Alcine Keita? Voilà. Bon, justement, comme on n'était pas là, c'est le chauffeur d'ambulance qui a appelé son directeur. Donc, c'est le directeur qui nous a appelés. Donc, c'est lui qui a donné l'explication. Et la dame, la dame qui avait son mari accidenté, c'est les 2 là qui peuvent vous donner réellement comment la balle a pris, comment ils ont tué notre enfant. Maintenant excusez-moi, on nous apprend qu'une délégation gouvernementale y était hier, sont partis vous rendre visite, notamment le Premier ministre Dr Bernard Gomou, le ministre de la Santé et beaucoup d'autres ministres. Aujourd'hui, que comptez-vous faire avant la question de Zénab? Est-ce que on nous apprend aussi de l'autre côté que vous comptez porter plainte contre X? Bon, mais nous sommes... C'est une famille musulmane. On ne peut pas dépasser si on est venu nous présenter les condoléances. On demande, il faut qu'on accepte le défait, on ne peut rien. Nous, d'ailleurs, mon mari demandait si on peut lui donner le corps de son enfant pour qu'on l'enterre demain ou après-demain. Mais le ministre a dit qu'ils sont en train de faire l'enquête, donc ils vont nous donner après. Ils sont venus nous demander pardon. Donc, on est obligé d'accepter. Parce que porter plainte, ça ne va pas revenir. On n'aura plus notre enfant. Donc, on ne voit pas ça vraiment nécessaire. Hein? On ne peut pas porter plainte. Et puis surtout, moi je suis infirmière. Sa maman est infirmière. Son papa est infirmier. Vous voyez? Il faisait son travail. Hein? L'enfant faisait son travail. Si la mort le trouve dans ça, on ne peut pas porter plainte. Oui, si c'était prévu hier, mais aujourd'hui vraiment on ne peut pas. Tandis que les gens sont venus nous demander pardon. Pardon. Là, on peut, voilà, nous on cherche même récupérer le corps pour aller enterrer. Madame, à vous écouter, on sent qu'il n'y a aucune démarche judiciaire qui sera entamée du côté de la famille. Vous dites qu'on vous a demandé pardon, donc vous acceptez les pardons. Le pardon. Vous oubliez que ce n'est pas le gouvernement qui a tué votre enfant, mais c'est quelqu'un qui l'a tué. Vous n'avez pas envie de savoir qui a ôté la vie à ce médecin qui était là en train. Vous n'avez pas envie de savoir cela? Oui, justement, vous n'avez pas porté plainte, vous êtes à savoir qui a ôté la vie à votre enfant. Vous n'avez pas envie de le savoir? Bon, en fait, si l'État fait les démarches pour nous, mais je pense qu'on ne voit pas tellement important. Hein? Il est décédé. Il est décédé. On ne peut pas. On n'a pas la curiosité maintenant de le connaître, de l'intéresser. D'accord. Et dites-nous, c'est à quel niveau il a été atteint? Il nous a dit c'est au 10 novembre. Pour le 10 novembre. Non, son corps, à quel niveau du corps il a été atteint par la balle? Sur la tête. Bon Dieu. Non, mais quand même. Bon Dieu, on va se calmer. Ils ont mis la balle sur la tête.
On va se calmer. En tout cas, toutes nos condoléances à toute la famille Keita, madame. Merci vraiment et bon courage. Hein. Nous partageons votre douleur. Bon courage à vous. Voilà, merci, je vous en prie. Donc, c'était le témoignage très très pathétique de Dame Keita Hadiatawel, marâtre de jeune médecin tué dans l'exercice de ses fonctions ce 4 novembre 2023. Histoire pathétique. J'ai vu Zénab qui était vraiment emportée. On va se calmer. C'est ça, ainsi va la vie. Qu'est-ce qu'on peut? Elle l'a déjà dit. Est-ce que porter plainte aujourd'hui peut faire revenir leur enfant? Elle ne le trouve pas nécessaire. Elle ne trouve pas nécessaire de porter plainte parce que pour elle et pour toute la famille, cela ne pourra pas faire revenir leur garçon, hein, leur enfantin aimé, chéri. Oui, Yaya Diallo, on a écouté ce témoignage très très pathétique parce que j'étais vraiment pris de panique à l'écouter. Hein. C'est grave, hein. C'est dangereux pour ce pays. Oui, puisque à écouter la dame aussi qui était dans l'ambulance et qui accompagnait son mari avec ce médecin-là au niveau de l'hôpital, je crois que ceux qui l'ont tiré l'ont fait de façon délibérée, puisque ces estampillés tirent le véhicule ambulance. Et je crois que le chauffeur avait tout fait pour faire comprendre aux gens là, ce n'était pas... il n'y avait aucun danger là-dedans et il transportait de malades. Donc je crois que le gars n'a pas pu comprendre cela. Et je crois, en dépit de tous les cris, hein, parce qu'ils ont crié, il a ouvert le feu sur l'ambulance. Je crois que pas de tir ou trois. C'est rafale, s'il faut dire comme ça. Je crois que ça atteint certains. On parle de 2 ou 3. On ne sait pas d'abord, mais toujours est-il, encore une fois, c'est ce qui caractérise nos forces de défense et de sécurité. Écoutez, le moindre mouvement, on se met à tirer sur des innocentes personnes. Et c'est le cas aussi du côté des Cagolins. Je crois qu'il y avait aussi une dame qui a été touchée de ce côté-là suite à cette patrouille mixte qu'on avait engagée. Je crois que tout cela doit cesser. Et ça y va, puisque vous l'avez rappelé ici, il faut que les gens soient formés. Quand on est bien formé, et le militaire, c'est celui-là qui sait rapidement déceler le vrai du faux, rapidement, et en savoir est-ce que c'est celui-ci ou une telle chose représente un danger. Je crois que ce n'a pas été le cas. Ils ont juste voulu tirer sur l'ambulance. Je crois que, puisque la famille, et il s'agit là d'une victime, il y a d'autres victimes, à mon avis, on a besoin de savoir qui a tiré et éventuellement réparer cette injustice. Oui, évidemment. Zénab Diallo, pour terminer, parce que là, je vois que les émotions sont en train de prendre le dessus dans ce studio. Oui, justement, je pense que les questions que je voulais poser à cette dame, ce sont des questions fondées. Je n'essaye pas de remettre en cause la décision d'une famille. C'est leur fils, c'est leur corps, mais il reste un Guinéen. On a tous ce regard-là face à cette façon dont il a trouvé la mort. Moi, en tant que Guinéenne, je peux m'autosaisir de ça si je veux. Je me dis que c'est un Guinéen. Donc, c'est à la justice de jouer maintenant son rôle, au procureur de s'autosaisir, parce que 9 morts pour le premier bilan qu'on nous a présenté. Parmi tous ceux qui sont décédés, c'est ces 2 personnes-là qui ont eu vraiment une mort assez pathétique. Parce que les autres, on peut comprendre. C'est dans une tentative, si vous voulez, dans un échange de tirs. Dans un échange de tirs. Merci Yaya de me prêter le mot. Qui peut-être ils ont rendu là. Mais pour ces gens-là, pour ce cas pratique, c'est des gens qui ont été tirés dessus. On ne peut pas, quand on dit, c'est pourquoi j'ai demandé à la dame à quel niveau du corps le jeune médecin a été atteint. Elle me dit que c'est à la tête. Cela prouve à suffisance que c'est quand même un acte délibéré. Ouais. Donc on ne peut pas, ils peuvent pardonner. Mais nous, en tant que Guinéens, on n'a pas pardonné. On a envie de savoir comment ils ont trouvé la mort, comment cette petite fille de 6 ans a trouvé la mort, pendant qu'ils avaient toutes les possibilités de savoir est-ce que dans l'ambulancier, ce sont des Guinéens qui sont dedans, est-ce que ce sont les fugitifs. Ils ont quand même cette possibilité de vérifier. Ouais. Mais ils ne l'ont pas fait. Délibérément, venir tirer sur quelqu'un, tirer sur un enfant, je pense que c'est le comble en Guinée. Ouais. J'ai le cœur vraiment très pincé ce matin, je vous le dis. C'est pourquoi, dans un état de droit, état de droit, ouais. Je pense qu'on n'a même pas besoin de demander pardon à la famille. Pourquoi
aller en famille demander pardon. Et je n'aimerais vraiment pas mettre de l'huile sur le feu. Oui. Sinon, j'ai une interview du Premier ministre, Dr Bernard Komou. Je le dis dans cette émission, il faudrait qu'il change de langage. Sa communication doit être préparée. Parce qu'après cette émission, je vais faire écouter ce qu'il a dit. Il parle de professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, vous vous êtes trompé de langage. On va peut-être vous réécrire ça dans un français un peu simple, mais il s'est trompé de langage. Là, on ne peut pas parler de professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui tirent sur une ambulance. Là, il faudrait qu'on soit clair. Je pense qu'il n'y a aucun argument possible pour justifier ce comportement de nos forces de sécurité. Non, c'est grave. C'est grave pour un Premier ministre de s'exprimer comme ça. Honnêtement, mais écoutez, je ne vais vraiment pas décrypter sa sortie là, sinon quoi, ce seraient des mots qui ne seront pas appropriés. Que voulez-vous d'autre? Il faudrait qu'il arrête. Qu'il arrête à un certain moment. Non, mais qu'il arrête à un certain moment. Quel professionnalisme il a en train de parler là? Que voulez-vous entendre autre chose mieux que ça? Il n'a qu'à souhaiter les condoléances, comment je peux dire ça, venir présenter les condoléances, demander pardon et quitter. Point. Il n'a pas besoin de parler de professionnalisme. Qu'est-ce qu'il appelle professionnalisme? Pour des personnes qui tirent délibérément sur une ambulance, quand même. Il faudrait qu'on respecte les opinions des gens. Ce monsieur, vous le savez très bien, jusqu'à maintenant, là, il n'est pas sûr d'être le Premier ministre. Donc, à tout bout de champ, il essaie de chercher qu'est-ce que le patron veut entendre de mieux et balancer ça. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Sinon, nullement, pour une personne qui joue de toutes ses facultés... pas pour une personne qui joue ou pas, ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, il ne devait pas se tenir ce genre de discours. Sur d'une faculté ou pas. Puisqu'il a tenu et il continue à le tenir, que voulez-vous d'autre? Moi, ça me surprend guère. D'ailleurs, même qu'il nie sur le fait que ce n'est pas les forces de défense et de sécurité qui ont tiré sur l'ambulance. Peut-être c'est des extraterrestres ou peut-être il peut parler même d'une erreur du vent, peut-être qui... Ce qu'il faut rappeler aussi, vous savez que c'est un Premier ministre qui a du mal quand même à avoir une bonne communication. On a vu sa sortie ratée la dernière fois avec une chaîne internationale. Je pense que c'était le fiasco, un chaos total. Quand j'ai suivi l'interview, là, je me suis dit, mais on est dans quel pays, dans quel continent? Franchement, donc je pense qu'aujourd'hui, quand tu dis qu'il veut coûte que coûte avoir un discours qui plaît au président de la République, aujourd'hui même Doumbouya n'a pas besoin d'un tel discours pendant un moment aussi critique. Je crois qu'on doit choisir les mots en ce moment et que la communication ne devait pas aller en rang dispersé. Ouais. Tout le monde n'a pas besoin de communiquer en ce moment. Même le ministre de la Justice ne doit pas communiquer si ce n'est pas sur des informations. Seul le procureur peut nous donner des éléments en ce moment. Donc, je pense que je suis vraiment peinée ce matin. Je pense qu'il devait y avoir une communication axée uniquement sur la mort de ce médecin et de cette fillette. On a besoin que, quand même, qu'on diligente des enquêtes qui peuvent aboutir et que toute la vérité soit dite. Bien. Oui, rapidement, en 30 secondes. Non, mais c'est ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis de ceux qui pensent encore une fois que je resterai notre pan. S'agissant de cette radiation de ces colonels, de ces 3 colonels-là, je crois que c'est assez précipité et ça soutient la thèse selon laquelle il y a derrière cela une véritable manipulation, puisqu'on ne peut pas quand même, après 24 heures d'un événement, d'une supposée évasion, qu'on se précipite pour radier ces 3 officiers-là, même s'ils sont dans un dossier assez lourd. Mais j'estime encore une fois que ce sont là les enquêtes préliminaires qui sont déjà engagées par la DPJ. Je crois que c'est après ces enquêtes-là qu'on aurait dû savoir réellement de quoi ces gens-là sont capables, au lieu de se précipiter dans une radiation. J'estime encore une fois que c'est quelque chose qui cache... des choses que nous n'arrivons pas à comprendre, mais certainement on le saura. Je veux rajouter quelque chose très rapidement, en quelques secondes. C'est sur l'identité du commando qui a coordonné cette attaque-là, s'agissant du fils de Claude Pivy. Ce matin-là, j'ai écouté son avocat qui dit que ce n'était pas lui qui était en tout cas devant cette attaque. Ce n'est pas lui qui a coordonné à la tête de cette attaque. Je pense que c'est pourquoi on a besoin que des enquêtes soient menées, qu'on sache qui était à la tête
de cette attaque-là. Bien, des questions qui restent pour le moment posées. Paix à l'âme de toutes les âmes disparues, tombées ce 4 novembre 2023. La Guinée ne mérite pas cette histoire. La Guinée ne mérite pas que des âmes tombent sur son sol. C'est très très important. Une pause derrière. Nous ouvrons d'autres pans de l'actualité. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Scanner sur Kavi Média et sur l'ensemble synchronisé de nos médias sur Facebook. Quand vous nous regardez, merci de votre fidélité. Vous nous suivez via la 89.5. C'est notre fréquence dorée. Vous êtes forcément à la radio. Si vous nous écoutez de ce côté, vous nous regardez ou vous nous écoutez sur siaminfo.com, notre site d'information de prédilection. Merci de votre fidélité. Vous pourrez également télécharger nos différentes applications sur Play Store et App Store pour pouvoir suivre tous nos programmes. Je vous le disais à l'entame, le site guinématin.com est enfin libre, soumis depuis plus de 3 mois à une restriction. Il reprend service après de longues tractations entre journalistes et gouvernants. L'on se rappelle déjà du feuilleton du 16 octobre 2023 où plusieurs journalistes ont été violentés et conduits mani militari dans un commissariat de Kaloum. On en parle ce matin. Aujourd'hui, est-ce une victoire, une première victoire pour le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, Djenab Diallo. On a suivi un ouf de soulagement pour nous, nous Baldé, notre confrère. Oui, c'est vraiment un ouf de soulagement pour tous les professionnels de médias. Je crois que 3 mois déjà, c'en est de trop pour un média, que des journalistes travaillent tous les jours, parce que c'est qu'il faudrait rappeler que c'est tous les jours que des articles sont produits du côté de ce média, que ce soit à Conakry ou à l'intérieur du pays, mais des articles qui ne sont pas lus parce que le site est tout simplement restreint depuis 3 mois, comme je le rappelais tout de suite. Je pense que nous sommes très heureux de l'apprendre, vraiment. Le combat, il a été un combat de tous les hommes de médias, un combat qui a fallu par endroits des journalistes d'être molestés, des journalistes d'être insultés, des journalistes d'être battus. Mais aujourd'hui, je pense que le combat il n'est pas perdu, parce que ce pourquoi on s'est battu, aujourd'hui le site il est libre, alhamdoulilah. Je le dis, la justice, la démocratie, on ne peut parler de ça si vraiment ce qui est de la presse, ce qui est de médias, je pense qu'il n'y a pas cette liberté d'expression, quand il y a censure, quand il y a cette façon de museler ou de restreindre la vie des citoyens sur un certain nombre de sujets. Je pense que nous envoyons un message au colonel et à son gouvernement pour leur dire plus d'attaques aux médias, qu'ils fassent leur boulot et nous laisser faire notre boulot, à chacun son travail. Je pense qu'on est très content ce matin. Je pensais à tous ces travailleurs qui allaient partir en chômage si le site-là ne reprenait pas. Je me demandais tous les jours comment. Allez-y, renseignez-vous combien de jeunes sont employés par Guinée Matin. Vous trouverez que je pense que s'attaquer à ce site, c'est s'attaquer à la couche la plus vulnérable actuellement, qui est les jeunes, quand on parle du chômage et tout ce que vous savez, mais aussi à la démocratie de notre pays. Bien, c'est déjà compris. Yaya Diallo, par rapport à cette libération du site guinématin.com, un sourire sur les lèvres de presque tous les journalistes de Guinée, parce que on craignait que cela ne s'évertue ou ne s'étale sur d'autres médias de la place. Oui, j'estime que c'est un pas qui est franchi, mais il nous en reste beaucoup, parce que nos autorités ont pris l'habitude de suspendre ou de restreindre les sites d'information à tout bout de champ, de brouiller les zones de radio, sans pour autant que cela ne soit légalement établi. Je crois que d'ici là, on attend de voir. Peut-être, ça peut être une libération momentanée, puisque d'ici là, on ne sait pas qui est l'auteur. C'est vrai qu'à un moment donné, le secrétaire général du SPPG avait désigné un auteur de cette restriction, à l'occurrence le ministre Gawal,
qui a d'ailleurs porté plainte contre Pendassa. Je suis de ceux qui pensent encore une fois, on ne doit pas s'arrêter là. Puisqu'il faut dire encore une fois, c'est le résultat d'une longue lutte, quelquefois même qui a été réprimée. Parce que vous vous rappelez très bien que la manifestation qui a été organisée du côté de Kaloum, et cela a produit ce que cela a produit. On a assisté à des arrestations, certains ont été rués des coups. Et bon, ensuite aussi, cela n'a pas pu faire reculer le SPPG. Je crois que c'est le SPPG qui a conduit cette résistance-là. C'est à son actif, même si c'est un combat de tous les journalistes. Pas tout le monde, on ne peut pas dire que c'est tout le monde, parce qu'il y avait là-dedans certains qui s'acquittaient ce talent-là, qui, à un certain niveau, était devenu un véritable fer de lance contre nous-mêmes journalistes. Donc, j'estime encore une fois que c'est quelque chose qui doit interpeller la conscience collective des professionnels de l'information pour dire aujourd'hui c'est Guinée Matin, demain ça peut être un autre site, etc., etc. Toujours est-il, encore une fois, nous sommes face à un danger. Le danger, c'est qu'aujourd'hui, les autorités ne veulent pas voir en face d'eux des journalistes indépendants qui sont là pour donner l'information, la vraie. Et je crois que jusqu'à maintenant, on ne nous a pas dit pourquoi on a essayé de restreindre Guinée Matin. Est-ce parce que Guinée Matin aujourd'hui fait partie parmi les sites les plus implantés dans notre pays, puisque à travers les 33 préfectures, Guinée Matin a toutes ses correspondances. Est-ce que c'est à cause de tout cela? Qui est derrière tout cela? On a besoin de comprendre tout cela. On ne peut pas s'arrêter et de dire un jour, ouais, on a levé l'instruction et puis ça va. On a besoin de savoir éventuellement si les auteurs sont identifiés, de porter plainte contre ceux qui sont derrière cette forfaiture-là. C'est de trop. Oui, sans transition, nous allons ouvrir un autre volet de cette émission. Nous irons à Dar es Salaam. Dar es Salaam, un des quartiers de la route Balieu de Conakry. Dar es Salaam, dépotoir que vous connaissez déjà, souffre le martyre. Les habitants ne savent plus à quel sang se vouer. Risque de maladie s'ajoute à la puanteur des lieux. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le chef de quartier adjoint, chef de secteur adjoint de la rue 14 de Dar es Salaam. Au même moment, il est responsable de la jeunesse de ce côté. Monsieur Camara, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. D'abord, on va planter le décor par rapport à la situation de Dar es Salaam. Nous avions eu, en tant que média de développement, nous avions eu quand même à faire un saut de ce côté, un grand format. Vous avez vu nos équipes de ce côté quand il y a eu cette inondation. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Que se passe-t-il réellement à Dar es Salaam? Je vous remercie de m'avoir invité pour venir m'exprimer dans votre émission. Comme vous l'avez si bien, je m'appelle Abdelkader Camara, chef secteur adjoint, représentant de la jeunesse de rue 14. Pour la petite histoire, moi, mon papa a construit à Dar es Salaam depuis dans les années 82. J'ai fait toute mon enfance à Dar es Salaam. C'est Dar es Salaam que moi je connais, c'est là-bas que j'ai grandi. Le dépotoir devrait quitter à Dar es Salaam depuis dans les années 2007, c'est-à-dire l'année à laquelle le président Lansana Conté est décédé. En 2008 alors? Oui, 2008. Non, bon, c'était programmé en 2007. Okay. Mais ils ont prolongé un peu, dit qu'ils vont essayer de mettre les ordres jusqu'en 2010 et puis le délocaliser vers Kagbélé. Parce qu'il y avait 60 hectares qui étaient prévus pour ça. Ouais. Ça a coïncidé maintenant au décès du président. Donc le régime d'Addis, quand le CNDD est venu maintenant, ils n'ont pas suivi ce programme, quoi. Maintenant, l'hectare qui était prévu pour les 60 hectares qui étaient prévus pour la délocalisation, ils ont vendu ces terrains-là. Donc, ils ont continué maintenant à mettre les ordres à Dar es Salaam jusqu'à ce que le président Alpha Condé aussi est venu au pouvoir. Il y a eu maintenant l'éboulement des ordres, les ordres sont tombés sur les maisons des gens, il y a eu des décès. Moi, ça ne m'a pas trouvé ici, ça a trouvé que j'étais en Algérie. Mais ils m'ont appelé, ils m'ont expliqué tout. Maintenant, à mon retour, qu'est-ce qu'on a vu? Alpha Condé a cassé les maisons des gens, ça a l'air dédommagé. Ouais. Donc ça a beaucoup joué sur nous, ça a été la cause du décès de beaucoup de nos parents. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite favorable. Maintenant, bon, on avait l'espoir que son gouvernement peut trouver solution pour ça, quoi. Mais jusqu'à présent,
Ils ne font que mettre les ordures là-bas, ça ne fait que augmenter de hauteur. Actuellement, il n'y a plus de place maintenant à Dar es Salaam. Que craignez-vous, M. Kamara? C'est que c'est rempli maintenant, non seulement les maladies sont là parce que la fumée de place encore, ils commencent maintenant à mettre les ordures même dans l'enceinte de la cour maintenant quoi. Et que l'instruction là a été donnée par madame la directrice de l'ANASP. Ouais. Donc c'est elle qui a donné l'instruction de mettre maintenant les ordures dans la cour. Actuellement c'est l'odeur là qui nous menace maintenant. Ils ont mis les tôles là quoi. Actuellement c'est là-bas, ils ont mis des ordres. Ils sont en train de mettre les ordres. Puisque vous êtes une des autorités locales de Dar es Salaam, est-ce que vous avez essayé de... Est-ce que vous avez essayé de vous adresser à qui de droit? Je vais parler du maire de la commune de Ratoma ou la gouverneure de la ville de Conakry pour essayer encore une fois de les interpeller et de minimiser ces risques dont vous êtes en train de décrire là. Moi et mon chef de quartier, M. Charles Damba, on a fait beaucoup de démarches pour ça. Beaucoup de démarches. Depuis les régimes précédents, on faisait des démarches, mais il n'y a pas eu de suite favorable. Notre maire actuel, là, on ne le connaît même pas. Il ne s'intéresse même pas au problème de Dar es Salaam. Même l'autre fois, l'année passée, quand il y a eu des inondations, il ne s'est même pas déplacé pour venir voir sa population. En tout cas, nous, on ne le connaît même pas. Il ne s'intéresse pas, quoi. Vous voyez, donc, on souffre énormément. On ne sait plus maintenant quoi faire, quoi. Donc, nous, on ne veut pas descendre dans les rues pour faire des pagailles pour ça. Vous savez, chez nous, moi, ce qui me fatigue, c'est que quand tu ne te manifestes pas, tu ne trouves pas de solution sur tes problèmes. C'est ce qui me fait mal, moi. Quand tu dénonces, tu auras l'impression qu'il y aura des solutions pour tes problèmes. Et c'est ce qui est normal. Ça, c'est de la bonne procédure pour moi. Mais vouloir attendre que les jeunes descendent dans les rues, casser des choses et puis faire des dégâts et puis trouver des solutions, moi, je pense que ça, c'est pas de la bonne politique, ça, quoi. Il faut que les autorités essaient de voir ça et changer cette stratégie, quoi, d'aider la population. C'est tout ce que moi je vois. Sinon, les jeunes, ils veulent se révolter, ils sont motivés, ils veulent se révolter. Mais sont nous qui sommes là en train de leur sensibiliser, de leur dire d'attendre. Nous allons toujours continuer à négocier, c'est-à-dire à faire des démarches pour ne pas qu'il y ait d'autres choses. Parce qu'on connaît l'histoire de Dar es Salaam, surtout quand il y avait l'affaire de clan là. Donc ça a beaucoup sali Dar es Salaam. Donc quand tu dis à quelqu'un je suis à Dar es Salaam, ils vont tous vous croire que vous êtes tous des bandits. Vous voyez, non? Donc c'est ce qu'on veut éviter maintenant. L'image là, c'est ce qu'on veut éviter maintenant, quoi. C'est la raison pour laquelle on est en train de parler. Chaque fois, on appelle vous, les médias. Quand ça ne va pas, on vous appelle pour que vous puissiez nous aider, pour que la situation de Dar es Salaam tombe dans les bonnes oreilles et que Monsieur le Président de la République sache que énormément la population de Dar es Salaam souffre. Oui, Jenna. Vous parlez tout de suite de vos relations avec le maire de la commune de Ratoma, que vous n'avez jamais vu. Je voudrais savoir depuis quelle année vous êtes chef secteur adjoint. Ça fait plus de 2 ans maintenant. Je suis chef secteur. Avant, j'étais chef de carré. D'accord. C'est tout récemment que je suis devenu chef secteur adjoint. D'accord. Je me dis que vous devriez normalement connaître ce maire. Parce que même l'année dernière... Moi, je le connais, en personne, moi je le connais. Non, mais c'est sa population, la population de Dar es Salaam ne le connaît pas. Moi, je le connais parce que je fréquente... la population. Oui, mais je voudrais... Il fait allusion à son désintéressement. Je veux le rappeler un peu. Il dit qu'il ne l'a jamais vu. Je l'ai vu dans mon quartier, il n'est jamais vu. Je l'ai vu plus de 2-3 fois avec une délégation gouvernementale, quelques ministres, l'ANASP, sur ce dépotoir d'ordures. J'en suis témoin, j'ai des images illustratives. Mais il ne s'est jamais intéressé à la population parce que nous, il ne nous a jamais rencontrés. Oui, justement, je pense qu'il n'y a pas de barrière. Allez-y vers votre mairie. Si vous avez des problèmes, exposez-leur. Notre chef de quartier a beaucoup fait de démarches pour ça. D'accord, je ne suis pas... Chaque fois quand il y a des rencontres là-bas, la commune, il évoque ce problème-là. Actuellement, on lui considère même comme un comédien quand il parle de l'affaire de potoir à Dar es Salaam. Les gens se moquent même. Est-ce que quelque part, ça ne dépasse pas quand même la mairie? On sait que vous avez dit, c'est depuis quelle année ce dépotoir existe. Je voudrais savoir, pendant cette transition, quelles sont les démarches que vous avez menées du près de ce gouvernement pour que ce dépotoir soit déplacé? Bon, pour le moment, auprès du gouvernement, on n'a pas fait de démarche.
auprès du gouvernement, non. Mais quand ils avaient commencé leur politique d'assainissement là, parce qu'il y avait eu beaucoup de membres du gouvernement qui étaient venus voir le site pour constater, eux-mêmes ils ont vu que vraiment c'est rempli. Après, on avait entendu quand même que bon, ils vont essayer de, comme il y a eu un autre site là vers Kouria, ils vont essayer d'arranger la partie là au plus vite que possible. J'avais suivi une information. Pour enchérir même, le site de Kouria existe. Mais ça retarde. Oui, mais le site existe. Le site existe. Il y a ça, là-bas, il y a plus de 100 et quelques hectares. Oui, il y a l'ANSP qui tient le projet, puisque moi j'ai mené une enquête de ce côté. Évidemment, les fonds ont été débloqués. Aujourd'hui, c'est une situation qui dépasse même la mairie. Comme l'a rappelé Guinab Diallo, c'est vrai que votre interlocuteur direct, c'est le maire. Le maire aussi a son interlocuteur qui est le ministère, le gouvernorat, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui va aussi se rabattre carrément vers le ministre de l'hydraulique, de l'hygiène et de l'hydraulique, je ne sais pas comment on appelle le ministre de l'environnement. De l'environnement actuellement. Et il n'est pas le seul. Il y a le ministre de l'hydraulique qui est aussi concerné. Parce que de l'hygiène, il y a un certain moment, il y avait le ministre de l'hygiène et de l'hydraulique. Au-delà de l'environnement, il y a ces ministres qui devaient se donner les mains. Avec un ministre de territoire. De l'administration du territoire pour pouvoir gérer le dossier. C'est un dossier très très brûlant parce que de ce côté, il y a des personnes même qui ont perdu leur poste parce qu'ils tenaient coûte que coûte, vaille que vaille, à faire aboutir le projet. Donc de ce côté, il y a un véritable souci de déplacement parce que j'ai eu quand même interviewé quelques responsables de l'ANSP à l'époque qui me disaient attention, pour les ordures qu'on doit prendre le moins logistique d'ici jusqu'à Kouria, on n'a pas d'abord de trajet fiable. Comme on va transporter les déchets pour allier Kouria, si on doit prendre les déchets à partir de Conakry, donc on est obligé d'exploiter Dar es Salaam en attendant qu'on ait une route. Et je pense qu'il y a une déviation qui est en cours de réalisation à partir de Kagbélé. Cette déviation devrait normalement servir à ce comment je peux dire ça, à ce transport et à ce transport exactement de ces déchets. Donc de ce côté, je pense qu'il y a une véritable urgence. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour que vos populations, vous ne soyez pas submergées par des ordures? Parce qu'il y a ce que l'État doit faire, il y a ce que vous, en tant que citoyen, vous devez aussi faire. Bon. Nous, c'est que tout ce qu'on fait, c'est de se protéger contre... Comment? Bon, en mettant les masques. Vous voyez, des fois même, c'est nous-mêmes qui arrosent nos routes. Parce qu'il y a tellement de poussière aussi qui monte. Vous voyez, des fois on mobilise les jeunes d'arroser les routes. Parce qu'actuellement, les camions passent dans notre route là-bas. L'autre route est en train de... Ils sont en train de bitumer l'autre route, c'est pas encore fini. Là où les camions ont l'habitude de monter, quoi. Actuellement là-bas c'est bloqué parce qu'ils sont en train de travailler. Tout ça là, nous on apprécie. Parce qu'après là-bas, quand l'autre côté là-bas finit, sur notre route là, ils vont venir encore. Et il y a certaines parties qui sont gâtées, donc c'est un chantier, quoi. Aujourd'hui, que demandez-vous à l'État? Nous, tout ce qu'on demande à l'État, parce qu'on craint, on ne veut pas que ce qui nous est arrivé au temps du général Lansana Conté, que cela nous arrive encore. C'était Conté ou Alpha? Non, c'est que le projet voilà, le fait que Conté est parti sans délocaliser la décharge, ça c'est notre inquiétude. On ne veut pas que ceci aussi parte sans qu'il n'arrive pas à délocaliser cette décharge. C'est notre crainte, ça, quoi. Et aujourd'hui, vous parlez de puanteur, d'odeur nauséabonde. Exactement. Donc, et puis le site est rempli maintenant, quoi. Et à côté, il y a notre cimetière aussi qui est menacé. Actuellement, les ordures sont tellement proches maintenant de la cour du cimetière. Pendant la saison sèche aussi, quand il y a la fumée là-bas, certains arbres aussi sont presque morts maintenant, quoi. Je vois à cause de la fumée là. Avant que donc vous la cimetière aussi est menacée. J'ai deux questions pour vous. Premièrement, on a remarqué que les gens ont cette possibilité d'accéder à ce site qui est très dangereux. J'ai vu... parce que c'est pas sécurisé. Justement, la dernière fois, une dame qui a eu un accident sur le site dont tous les deux pieds sont carrément cassés récemment. Justement, j'ai vu cette image. C'est la machine là même qui a fait ça. La machine qui pousse les ordures. Oui, c'est la machine là qui a marché sur elle et a broyé ses deux pieds. Dieu. Bien sûr. Oui, j'ai vu cette image. C'est la nièce d'un de nos amis qui est même dans le bureau du quartier.
Oui, mais à la Djibari. dites-nous comment est-ce possible qu'on laisse les citoyens Cohabiter. venir sur ce site, venir même sur le site, parce qu'elle, elle est venue soit ramasser, parce qu'ils viennent chercher quand même. Oui, c'est des gens qui ont l'habitude de venir là-bas chercher leur quotidien. Vous savez, il y a d'autres même qui ne sont pas dans le quartier là-bas, ils quittent ailleurs pour venir chercher leur quotidien. Donc nous, c'est pas notre rôle de sécuriser, d'empêcher les gens de partir là-bas, de monter là-bas. Normalement, le site est au compte de l'État. Ils ont même une société de sécurité là-bas. Il y a les surveillants là-bas qui sont dans la cour. Oui, mais comment est-ce possible normalement, maintenant? leur rôle... Non, pour le moment, regarde, la partie n'est même pas clôturée. C'est pas entièrement clôturé. Normalement, ils devraient clôturer tout et puis mettre les agents de sécurité pour empêcher les gens d'y accéder. Mais la manière dont c'est exposé comme ça... L'autre question, vous avez parlé tout de suite, vous avez dit que les jeunes veulent se révolter, c'est vous qui les calmez. Mais ce qu'il ne faut pas quand même oublier que la dernière fois au mois de mars, on avait assisté à un soulèvement des jeunes du quartier qui se sont attaqués même au domicile du chef de quartier. Bien sûr, bien sûr. Comme vous dites que c'est nous qui les calmons, ils veulent se lever. Vous n'avez pas peur pour vous-même? Bon. Il est le responsable de la jeunesse, donc peut-être que lui, il ne craint pas. Mais en même temps, oui, mais je parle des autorités locales. Pour ce que vous êtes en train de dire, regarde, à Dar es Salaam, même l'affaire de courant, quand il y a même tout récemment, au Dar es Salaam, vers le chef des quartiers, leur transformateur avait pété. Ils avaient fait 3 jours, il n'y avait pas le courant. Donc les jeunes ont sorti. Il a fallu que les forces de l'ordre viennent pour tirer, pour faire rentrer les gens. Chaque fois quand il y a des situations comme ça, on attaque le domicile du chef de quartier. Que ce soit l'affaire de courant ou autre chose. Votre chef de quartier, là, il est toujours victime. Il souffre. Non, il souffre. Lui-même, il a qu'à trouver notre boulot pour qu'il laisse sa peau. Peut-être si ça arrive, c'est parce que peut-être on constate peut-être son immobilisme par rapport à un certain nombre de problèmes. C'est un monsieur qui se bat quand même. Il s'est beaucoup battu. Vous êtes bureau, vous êtes dans le même staff, mais à un certain niveau, si les jeunes à tout bout de champ s'orientent vers chez lui et pour s'attaquer à lui, ça sous-entend tout simplement qu'il y a un véritable problème entre lui et ses citoyens. Non, lui, il n'a pas de problème avec ses citoyens. C'est un monsieur qui est ouvert à tout le monde. Franchement. Alors, vous êtes le responsable de la... Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi ça? Pourquoi? Vous savez, actuellement, la jeunesse de Dar es Salaam sont mélangées. Il y a certains jeunes incontrôlés qui sont habités là-bas maintenant dans les PACA, c'est-à-dire des maisons de PACA. Autour de la décharge. Exactement. Plus souvent, c'est ces jeunes-là qui font des trucs pareils, quoi. Et ils veulent que ça se gâte et pour qu'ils puissent profiter, quoi. Sinon, ceux qui ont leur maison là-bas ne font pas ça actuellement. Bon, aujourd'hui, comme on le disait... On a tout signalé ça. On a signalé ça. On dit, si vous pouvez venir faire quitter ces gens-là ici, ça me fera beaucoup plaisir. Oui, parce que c'est devenu un nid de bandits. Exactement. Beaucoup de jeunes sont là-bas, ils ne sont pas de carte de Dar es Salaam, mais ils sont venus comme ils cherchent, c'est là-bas, ils profitent pour fumer, pour faire ce qu'ils veulent. Donc ils sont venus s'installer là-bas. Est-ce que c'est pas... Il y a même des Léonais qui sont là-bas maintenant. Là. Beaucoup de Léonais sont venus résider là-bas maintenant dans les PACA. Est-ce que ce ne sont pas des jeunes dont les parents ont perdu leur maison suite... Oui, certains jeunes sont là-bas, leur maison a été cassée, la famille sont partis, mais eux ils ont resté. Il y a d'autres aussi qui viennent là-bas, mais ils ne sont pas de Dar es Salaam. Mais comme c'est des amis à eux, donc ils sont ensemble. Aujourd'hui, quels sont les risques? Les risques, puisque vous dites que il n'y a plus de place au niveau de la décharge de la cour. On vient maintenant mettre les ordures à quelques microns même du cimetière. Quels sont les risques aujourd'hui? Il y a beaucoup de risques. Je vous ai dit, la première des choses, on craint beaucoup à notre santé. Vous voyez. Des risques sanitaires. Des risques sanitaires. Il n'y a plus de place maintenant aussi pour mettre les ordures. Bon, qui le sait, est-ce qu'ils ne vont pas encore continuer à casser les maisons pour les ordures? On craint. Vous avez quel genre de crainte? Est-ce que vous craignez à ce qu'on vienne casser vos maisons, ou bien vous craignez que les ordures ne viennent vous... Tous les deux, hein. Oui, parce que vous voyez cette image déjà projetée. Voilà. Sur cette image, on a votre mosquée. Exactement. Qui est... Maintenant, à côté, c'est ici où se trouve notre cimetière. Mais votre mosquée là, non, ça, ça ne fonctionne plus maintenant. Personne ne peut prier là, ça ne fonctionne plus maintenant. On ne peut pas prier avec cette condition. On a laissé ça comme ça pour ne pas qu'on continue à mettre les ordures. Parce que là-bas, donc vous ne priez plus à Dar es Salaam? Non, il y a d'autres mosquées. Hein. Mais c'est une
une question. Non, il a raison. Il a raison. On prie quand même, mais il y a d'autres mosquées. Non, mais quand je parle de prier, je parle dans la mosquée. Honnêtement, j'ironise un peu. Hein. On ne prie plus à Dassal parce que avoir ces images, honnêtement, il faut se le dire, avoir ces images, moi personnellement, je ne pourrais pas prier dans cette mosquée parce qu'il y a d'abord l'odeur, il y a la fumée, il y a les risques aussi. Hein. Oui. Aujourd'hui, puisque moi j'y étais, il y a quelques années, je pense 1 an, quelques mois ou 2 ans, je ne me rappelle plus, j'ai quand même fait un grand format de ce côté. Je suis allé voir la route qui mène carrément à la décharge parce que je pense que les véhicules ils contournent pour aller se retrouver au sommet. Et au sommet, exactement. Cette route, elle est maintenant réhabilitée ou bien c'est la route que je vois dans ma tête qui existe toujours? Cette route boueuse avec une odeur nauséabonde. C'est la route là, ils sont en train de... Ah ok, c'est cette route qu'ils sont en train d'aménager. Mais ils ne vont pas monter jusqu'à là où se trouve la décharge. Hein. Mais juste à la rentrée, ils sont partis jusqu'à la rentrée. Quoi. Okay. Maintenant, le reste, c'est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la montagne a encore progressé? Parce que moi, on m'avait fait une estimation de 20 mètres, 30 mètres à l'époque. Ça ne fait qu'augmenter chaque jour, ça ne fait qu'augmenter de hauteur. Chaque jour. Parce qu'il n'y a pas au mètre. Donc, ils sont en train de... Maintenant, quand ça monte jusqu'à un certain niveau, ça peut... Ça peut s'effondrer. Voilà. Oui. Ouais. Donc, quand ça s'effondre comme ça arrive maintenant vers de ce côté, là où se trouve notre cimetière. Donc, si rien n'est fait, Dar Salam, le quartier Dar Salam risque de disparaître. Exactement. À vous écouter. On a bien vu. Ça, c'est alors... C'est risqué. C'est risqué pour les populations, puisque déjà, on a assisté d'abord à une première catastrophe de ce côté, où il y a eu beaucoup de morts, des maisons ont été cassées. Selon vous, ils n'ont rien reçu de l'État. Beaucoup de familles n'ont pas reçu. Et des familles ils ont quitté. Aujourd'hui, il y a cette insécurité aussi qui bat son plein. Exactement. Parce que vous dites que vous êtes infiltré, vous, même autorité locale, vous n'avez plus la même mise sur tout le quartier. Non. Oui, Jenab, peut-être que tu voulais poser une question avant de terminer. Peut-être je voulais lui demander s'il a un message particulier à l'endroit des autorités, puisqu'on a vu beaucoup de régimes qui, quand même, avaient un programme pour ce dépotoir, mais enfin, ce n'est jamais arrivé. Quel message il veut lancer à l'autorité pour qu'enfin on le débarrasse de ce dépotoir, ou qu'on cherche en tout cas, parce que pour moi il y a 2 options, soit on déplace le dépotoir, ou on dédommage les gens, on enlève les gens autour de ce dépotoir. Quel est le message que vous voulez aujourd'hui envoyer aux autorités? Le message que moi je vais lancer aux autorités, surtout au président, au colonel Mamadi Doumbouya, quand ils sont venus au pouvoir, nous tous on applaudit pour eux parce qu'ils sont tous des jeunes. Avec son gouvernement aussi, c'est un gouvernement jeune. Donc nous, on a l'espoir qu'eux peuvent résoudre nos problèmes. On ne veut pas qu'ils quittent au pouvoir sans délocaliser ce dépotoir qui est à Dar es Salaam. Ils n'ont qu'à essayer d'accélérer les choses. Comme il y a un site pour ça, ils n'ont qu'à accélérer les choses pour qu'on puisse délocaliser ce dépotoir maintenant, Dar es Salaam. Bien. Nous, on les soutient toujours et on sait qu'ils peuvent le faire. S'ils ont la volonté, ils peuvent le faire. Monsieur Abdul Kadel Kamara, il est chef de secteur adjoint de la rue 14, représentant de la jeunesse de Dar es Salaam. Monsieur Kamara, merci d'être passé dans cette émission Le Scanner. Je vous remercie. Jenab Diallo, merci. C'est toujours un plaisir. Merci à Diallo. Merci à l'équipe technique du jour conduite par Omar Diallo. Idiba à la régie radio nous a accompagnés, les mêmes magiques nous ont accompagnés, puisqu'il y a beaucoup de personnes de ce côté. Mamadou Diallo, Kande Sankon et Fodé Kamara. À la régie télé, Vabako Ivogi, le sorcier, Hassan So, Melika Sita, Otex, Salif Bangora et Robert Kourouma. Infographie Traoré Ibrahim, à la production Alpha Taïbou Silla, à la réalisation notre infatigable Michel Ouamounou. On se reprend demain, même heure, même fréquence pour d'autres actualités et sur le même média, Kavi Média, le média du développement. Au revoir. Merci.